Adultes sans mémoire, les robots attendaient. Dans la soie verte, couleur d'algues, dans la soie couleur des rainettes et des fougères, ils attendaient. Dans la fourrure dorée, couleur du soleil et du sable, les robots attendaient. Huilés, avec leurs os taillés dans des tubes de bronze et coulés dans la gélatine, les robots étaient allongés, dans des cercueils faits ni pour les morts ni pour les vivants, dans des caisses de planches, les métronomes attendaient d'être mis en marche. Il flottait une odeur d'huile et de cuivre poli, un silence de cimetière. Sexués, mais sans sexe, les robots, dénommés, mais sans nom, avec tous les traits des humains, sauf leur humanité, les robots fixaient d'un œil vide les couvercles cloués de leur caisse étiquetée FOB, morts sans lettres, n'ayant jamais accédé à la vie. Puis, un immense grincement de clous arrachés s'éleva. Des couvercles se soulevèrent, des ombres se penchèrent sur les caisses. Sous la pression d'une main, l'huile jaillit d'une burette. Un mouvement d'horlogerie se déclencha, un tic-tac presque imperceptible, puis un second et un troisième, et enfin s'établit le ronronnement d'une vaste horlogerie. Les yeux de marbre s'animaient sous leurs paupières élastiques, les narines palpitaient, les robots, vêtus de fourrure de singe ou de poils de lapin blanc, se redressèrent. Tweedledum, suivant Tweedledee, la tortue à tête de veau, le chapelier fou, des noyés flottants sous leur enduit de sel et d'algues, des pendus au cou violacé, avec leurs yeux vitreux et révulsés, des êtres de cristal étincelants de paillettes, des elfes et des farfadets, tic-toc, Rugédo, Saint-Nicolas, précédé d'un rideau tourbillonnant de neige, barbe bleue comme auréolée d'une flamme d'acétylène, des nuages de soufre d'où jaillissaient des langues de feu verdâtre. Enfin, un gigantesque dragon, au corps écailleux, avec une fournaise dans le ventre, qui franchit la porte en ondulant avec un cri, un déclic, un rugissement, un silence, un bond, une rafale. 10 000 couvercles s'étaient ouverts. L'immense horlogerie envahissait la maison Usher. La nuit était enchantée. Un souffle chaud passa sur la terre. Les fusées des invités arrivaient, embrasant le ciel, transformant l'automne en printemps. Les hommes en descendirent, en habits de soirée, et les femmes les suivirent, leurs cheveux édifiés en coiffures savantes. Voilà donc Usher. Mais où est la porte? À ce moment, Stendhal apparut. Les femmes se mirent à rire en chuchotant. Monsieur Stendhal leva une main pour les arrêter. Puis il se retourna, leva la tête vers une haute fenêtre du château et appela. « Lorelai, Lorelai, laisse descendre tes cheveux. » Et d'en haut, une jeune fille merveilleuse se pencha dans la brise nocturne et dénoua ses longues tresses d'or, et ses cheveux flottants s'enroulèrent et devinrent une échelle par laquelle les invités montèrent en riant dans la maison. Quels éminents sociologues, quels subtils psychologues, quels importants politiciens, bactériologistes, neurologues. Ils étaient rassemblés à l'intérieur des murs suintants. Soyez les bienvenus. Monsieur Tryon, Monsieur Owen, Monsieur Dunn, Monsieur Lang, Monsieur Stephens, Monsieur Fletcher et 2 douzaines d'autres. Entrez, entrez. Miss Cripps, Miss Pop, Miss Churchill, Miss Blunt, Miss Drummond et une vingtaine d'autres femmes resplendissantes. Des personnages éminents, prépondérants du premier au dernier, membres de la Société pour la répression de l'imaginaire, des conseillers pour l'abolition du carnaval, des chasseurs de chauves-souris, des brûleurs de livres, des porteurs de torches, de bons citoyens, conscients et organisés, tous, sans exception, qui avaient attendu que les rudes pionniers aient enterré les Martiens, nettoyé leurs cités, construit des villes, refait les routes et éliminé tous les risques. Alors, la sécurité de l'avenir semblait assurée, et les rabat-joie au sang de mercurochrome et aux yeux d'iode avaient débarqué pour instaurer leur hygiène morale et dispenser à chacun leur dévouement sans bornes. Et étaient ses amis? Oui, méticuleux, prévoyants, il avait fait leur connaissance et s'était lié avec eux sur la terre durant la dernière année. « Soyez les bienvenus dans l'antre de la mort !» cria-t-il. « Bonsoir Stendhal. Qu'est-ce que c'est donc que tout ça? Vous verrez. Que tout le monde se déshabille.
Vous trouverez des cabines de ce côté. Changez-vous et mettez les costumes qui ont été préparés. Les hommes de ce côté, les femmes de celui-ci. Les invités gênés ne bougeaient pas. Je ne sais pas si nous devons rester, dit Miss Pop. Je n'aime pas cette ambiance. Elle touche au blasphème. Absurde, voyons, c'est un bal costumé. Ça me paraît bien illégal, dit M. Stephens en reniflant avec méfiance. Allons, allons, dit Stendhal en riant. Amusez-vous. Demain, il ne restera que des ruines. Rentrez dans les cabines. La maison rayonnait de vie et de couleurs. Des carillons de clochettes tintaient au bonnet pointu des diables. Des souris blanches dansaient des quadrilles en miniature, aux airs grattés par les nains sur de minuscules violons avec de minuscules archets. Des drapeaux ondoyaient aux poutres rugueuses, tandis que les chauves-souris tourbillonnaient autour des gargouilles d'où jaillissaient des fontaines de vin frais, purs et écumants. Un ruisseau coulait au milieu des 7 pièces réservées à la fête, et les invités, y goûtant, s'apercevaient que c'était du sherry. Ils sortaient en foule des cabines, transformés en personnages d'un autre âge, les visages masqués de dominos, et le seul fait d'être voilés leur faisait oublier tous leurs anathèmes contre la fantaisie et les monstres. Les femmes glissaient dans leurs robes rouges, riant aux éclats, les hommes s'empressaient pour les inviter à danser, et, sur les murs flottaient des ombres sans corps, entre les glaces, sans reflet. « Des vampires! Nous sommes tous des vampires !» s'écria en riant M. Fletcher. « Des morts !» Les 7 pièces étaient de couleurs différentes. Il y en avait une bleue, une pourpre, une verte, une orange, une blanche. La 6e était violette, et la 7e tendue de velours noir. Et dans la pièce noire, une pendule d'ébène sonnait lourdement les heures. Et à travers toutes ces pièces, les invités couraient, enfin ivres, parmi les robots de légende, les loirs et les chapeliers fous, les trolls et les géants, les chats noirs et les reines blanches, et sous leurs pieds dansants, le plancher résonnait du battement énorme d'un cœur fabuleux et caché. « Monsieur Stendhal !» chuchota une voix. « Monsieur Stendhal !» Un monstre à tête de mort se tenait près de lui. C'était Pikes. « Est-ce que vous avez une minute ? Qu'est-ce que c'est ? Regardez !» Pikes tendit sa main de squelette, pleine de rouages, d'écrous de vis à demi fondus et calcinés. Stendhal les étudia un long moment. Puis il attira Pikes dans un couloir. « Garrett ?» murmura-t-il. Pikes acquiesça. « Il a envoyé un robot à sa place. En nettoyant l'incinérateur tout à l'heure, j'ai trouvé ça. » Ils contemplèrent un instant les pièces révélatrices. « Autrement dit, la police arrivera ici d'un moment à l'autre, » dit Pikes. « Notre plan est fichu. » « Je me demande... » Stendhal jeta un coup d'œil au tourbillon multicolore de la foule. La musique se déversait à flots par les couloirs brumeux. J'aurais dû deviner que Garrett ne serait pas assez sot pour venir en personne, mais attendez. Quoi donc ? Rien. Garrett nous a envoyé un robot. Bon. Mais nous lui en avons expédié un autre. S'il ne regarde pas de très près, il ne s'apercevra pas de la substitution. Naturellement. La prochaine fois, il viendra lui-même, maintenant qu'il pense ne courir aucun danger. Voyons, il va peut-être arriver dans 1 minute, en personne. Du vin, Pikes, encore du vin. La grande cloche retentit. Je vous parie que c'est lui. Allez, faites entrer M. Garrett. La Loreley dénoua ses cheveux dorés. Monsieur Stendhal. Monsieur Garrett ? Le véritable Monsieur Garrett ? Le même. Garrett inspecta les murs suintants et les invités qui tournoyaient. J'ai pensé qu'il valait mieux que je vienne me rendre compte par moi-même. On ne peut pas se fier aux robots, ceux des autres en particulier. J'ai pris également la précaution de convoquer les démolisseurs. Ils seront là dans 1 heure pour abattre ce repère abominable. Stendhal s'inclina. Merci de m'avertir. Il tendit la main. En attendant, vous pourriez toujours participer aux réjouissances. Un peu de vin ? Non, merci. Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment peut-on tomber aussi bas ? Jugez-en, monsieur Garrett. C'est un crime, dit Garrett. Le crime le plus vil, dit Stendhal. Une femme hurla. Miss Pop se précipita, le visage blanc comme un fromage. Une chose atroce vient d'arriver. J'ai vu Miss Blunt étranglée par un singe
qu'il a enfoncé dans une cheminée. Ils tournèrent la tête et aperçurent les longs cheveux blonds qui traînaient dans le foyer. Garrett poussa un cri. « Atroce !» sanglotait Miss Pop. Puis elle s'arrêta net et ouvrit de grands yeux. « Miss Blunt !»« En personne, » dit Miss Blunt à ses côtés. « Mais je viens de vous voir coincé dans la cheminée. »« Mais non, » dit Miss Blunt en riant. « Un robot de moi-même, un double parfait. Mais, ne pleurez pas, mon chou, je suis en parfait état. Voyons, que j'aille me regarder. Mais oui, c'est bien moi. Dans la cheminée, comme vous le disiez, amusant, n'est-ce pas ?» Et Miss Blunt s'éloigna en riant. « Voulez-vous boire un verre, Garrett ? Merci, oui, cette histoire m'a retourné. Bon Dieu, mais quelle maison ! Ah, elle mérite vraiment d'être rasée. J'ai bien cru un instant. » Un autre hurlement s'éleva. Monsieur Stephens, porté sur les épaules de 4 singes blancs, dévalait un escalier magiquement apparu dans le plancher, et Monsieur Stephens fila au pont d'un puits, où, ligoté et ficelé, il fut abandonné sous le disque effilé d'un grand pendule d'acier qui se mit à descendre en oscillant, de plus en plus près de son corps prostré. « C'est moi qui suis là en bas ?» dit M. Stephens, surgissant à côté de M. Garrett. Il se pencha sur le puits. Comme c'est étonnant, étrange, de se voir mourir. Le pendule décrivit une dernière courbe fatale. « Très réaliste, » dit M. Stephens en s'écartant. « Un autre verre, M. Garrett. Oui, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long, les démolisseurs vont arriver. Oui, Dieu merci. » Un troisième hurlement déchira l'air. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» dit Garrett anxieux. « C'est mon tour, » dit Miss Drummond. « Regardez. » En une seconde, Miss Drummond, glapissante, fut clouée dans un cercueil et lancée dans les profondeurs de la terre sous le plancher. « Mais je me souviens de ça, » dit l'inspecteur de l'hygiène morale. « Dans les vieux livres interdits, l'enterrement prématuré, et les autres, le puits, le pendule et le singe, la cheminée, le double assassinat dans la rue Morgue, dans un livre que j'ai brûlé, mais oui. Un autre verre, Garrett. Voilà, tenez votre verre droit. » Immobiles, ils regardèrent 5 autres personnages mourir, l'un dans la gueule d'un dragon, les autres lancés et engloutis dans l'étang noir. « Aimeriez-vous voir ce que nous vous avons préparé ?» demanda Stendhal. « Certainement, dit Garrett. Après tout, cette fichue machine va bientôt être détruite. Vous êtes un vilain bonhomme. Alors venez, par ici. » Et il conduisit Garrett dans les profondeurs du plancher, par d'innombrables souterrains, des escaliers en spirale, vers le cœur de la terre, vers les catacombes. « Qu'est-ce que vous voulez me montrer, là-dedans ?» dit Garrett. « Votre propre mort. Celle de mon double ? Oui, et autre chose aussi. »« Quoi donc ?»« L'Amontillado, » dit Stendhal, le précédent en élevant sa lanterne. Des squelettes se dressaient à demi hors de leur cercueil béant. Garrett, une main sur le nez, grimaçait de dégoût. « Le quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler de l'Amontillado ? Non. Vous ne reconnaissez pas ceci ?» Stendhal lui montrait une cellule. « Est-ce que je devrais ? Ou ceci ?» Stendhal sortit en souriant une truelle de dessous sa cape. « Mais qu'est-ce que c'est ? Venez, » dit Stendhal. Ils pénétrèrent dans la cellule. Dans l'ombre, Stendhal se mit à charger de chaînes son compagnon à moitié ivre. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous fabriquez ?» cria Garrett, dans un entrechoquement d'anneaux. « Je fais de l'ironie. Il ne faut pas interrompre un homme qui fait de l'ironie, ce n'est pas poli. Voilà. Vous m'avez enchaîné ? En effet. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous laissez là. Vous plaisantez. Oui, une excellente plaisanterie. Où est mon double ? On n'assiste pas à sa mort ? Il n'y a pas de double. Mais et les autres ? Les autres sont morts. Ceux que vous avez vus tuer étaient les vivants. Les doubles, les robots, se contentaient de regarder. Garrett ne dit rien. « Maintenant, vous êtes censé dire « Pour l'amour de Dieu, mon trésor », déclara Stendhal. Et je dois répondre « Oui, pour l'amour de Dieu ». Voulez-vous le dire ? Allons, dites-le. Idiot ! Faut-il vous supplier ? Dites-le. Pour l'amour de Dieu, mon trésor. Certainement pas, imbécile, sortez-moi d'ici. Cette fois, il était dégrisé. Tenez, mettez ça. Stendhal lui jeta quelque chose qui tintait et carillonnait. Mais qu'est-ce que c'est ? Un bonnet, avec des clochettes.
Mettez-le et je vous lâcherai peut-être. Stendhal, mettez-le, je vous dis. Garrett obéit. Les clochettes tintèrent. Vous n'avez pas la sensation que tout ceci est déjà arrivé s'enquit Stendhal en se mettant au travail, avec sa truelle, un mortier et des briques. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous emmure. Voilà, une rangée. En voici une seconde. Vous êtes fou! Je ne discuterai pas de ce détail. Vous répondrez de ceci en justice. Stendhal cala une brique sur le mortier humide en chantonnant. On le réduit, peu à peu envahi par l'obscurité, une tempête de coups de poing et de cris s'éleva. Les briques montaient toujours plus haut. Démenez-vous encore plus, je vous prie, dit Stendhal, que la scène soit tout à fait réussie. Détachez-moi, détachez-moi. Il ne restait plus qu'une brique à mettre en place. Les hurlements ne s'arrêtaient plus. Garrett, appela doucement Stendhal. Garrett se tut. Garrett, dit Stendhal, savez-vous pourquoi je vous ai joué ce tour? Parce que vous avez brûlé les livres de M. Poe sans les lire vraiment. Vous avez cru ceux qui vous affirmaient qu'il fallait les brûler. Sinon, vous auriez compris ce qui vous attendait ici, quand nous sommes descendus tout à l'heure. L'ignorance est fatale, monsieur Garrett. Garrett ne disait plus rien. Je veux que ceci soit parfait, dit Stendhal en élevant sa lanterne pour éclairer le visage décomposé de Garrett. Agitez vos clochettes. Les clochettes cliquetèrent. Maintenant, voudriez-vous dire, pour l'amour de Dieu, mon trésor, je vous libérerai peut-être. La lanterne éclairait le visage de Garrett. Il hésita un instant, puis grotesque, répéta. Pour l'amour de Dieu, mon trésor. Ah, fit Stendhal les yeux clos. Il plaça la dernière brique et la cimenta avec soin. Resquiat in pace, mon cher ami. Puis il s'éloigna d'un pas rapide. Dans les 7 pièces, les 12 coups de minuit résonnèrent et tout s'arrêta brusquement. La mort rouge apparut. Stendhal se tourna un moment pour regarder la scène du seuil de la porte, puis il se mit à courir, franchit le fossé et rejoignit un hélicoptère qui attendait. « Prêt, Pikes ? Prêt. Alors allons-y. » Ils regardèrent la vaste maison, le sourire aux lèvres. Une lézarde énorme s'ouvrit au milieu de la façade, comme sous l'effet d'un tremblement de terre, et, tandis que Stendhal contemplait le spectacle grandiose, il entendit Pikes réciter derrière lui, d'une voix basse et cadencée. La tête me tourna quand je vis les puissantes murailles s'écrouler en deux. Il se fit un bruit prolongé, un fracas tumultueux comme la voix de 1000 cataractes, et l'étang profond et croupi, placé à mes pieds, se referma tristement et silencieusement sur les ruines de la maison Usher. L'hélicoptère s'éleva au-dessus de l'eau bouillonnante et s'éloigna vers l'ouest.